Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit ce soir, c'est avec Diane Pellin que j'ai la chance de passer la nuit, puisqu'en effet, nous allons nous attarder sur son dernier roman, à savoir La Grande Roue, aux éditions Les Escales, domaine français. Merci Diane Pellin d'être avec nous ce soir pour parler de ce 5e roman, je crois. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce roman ? C'est un roman où on va suivre 4 personnages dans 4 espaces-temps différents, avec un personnage central qui s'appelle Emma, une jeune femme qui rencontre un homme. Voilà, ça démarre par une histoire d'amour. Et ensuite, on va suivre ces 4 personnages, on va tisser un fil avec eux, et à la fin du livre, ils vont normalement se retrouver. Donc c'est un livre un petit peu, c'est un livre un peu complexe avec 4 personnages. Mais c'est aussi un petit peu c'est une histoire d'amour, mais il y a aussi un côté thriller, je trouve, dans ce livre, parce que c'est construit de façon à ce que le lecteur mène une forme d'enquête au travers de ces pages. Oui, l'histoire d'amour est vraiment le démarrage du livre. Et ensuite, les événements, la vie d'Emma, ce qui va lui arriver, va se transformer. Donc ça va vite dérailler, cette histoire d'amour. Et donc, effectivement, étant donné qu'on a 4 personnages qu'on va suivre en alternance, il va y avoir des éléments au fur et à mesure de l'histoire qui vont se dévoiler. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu... On m'a dit qu'il y avait beaucoup de suspense. Oui, et effectivement, il n'y a que dans les dernières pages qu'on peut comprendre la totalité du livre. Oui, il y a une résolution dans les dernières pages. Oui. Donc, c'est pas un polar du tout, c'est pas un thriller non plus. Par contre, c'est une construction, une forme particulière. Oui. Et d'ailleurs, c'est aussi dans les dernières pages qu'on comprend véritablement le propos du livre, parce que vous avez choisi d'aborder un sujet grave quand même. Oui. Quel est-il alors, ce sujet ? Alors le sujet, donc ce n'est pas un choix de départ. On va dire qu'au départ, je voulais parler de la perte d'identité. C'était là-dessus que j'avais travaillé dans ma recherche documentaire. J'avais lu pas mal de documents, vu des reportages sur la perte d'identité. Ça m'intéressait de voir, suite à un choc psychologique, qu'est-ce qui pouvait se passer. Et donc j'ai vraiment réalisé qu'il y avait plein de possibilités, dont des pertes de mémoire importantes, des gens qui se déconnectaient de leur corps, qui vraiment perdaient pied. Et c'est en faisant des recherches sur ce sujet-là, sur la perte d'identité, que je suis arrivée à des témoignages de femmes battues qui, elles, suite à des chocs aussi violents, ont perdu un peu le sens des réalités. Et du coup, je me suis intéressée à ce sujet-là. Je me suis beaucoup documentée sur les femmes maltraitées. Et de là est né le personnage d'Emma. Donc c'est vraiment, ça s'est fait petit à petit. C'était pas un sujet que je voulais traiter tout de suite. Ce n'est pas non plus un livre qui parle que de ça. Donc ça, c'est pas vraiment. Mais effectivement, c'est une thématique importante qui est devenue, et à la fin du livre, c'est vrai que je dédie, enfin même au début du livre, je dédie ce livre à elle. Et elles, ce sont toutes ces femmes qui subissent des violences conjugales. Il y a des chiffres qui sont évoqués à la fin du roman, est-ce que vous pouvez nous les redire ? Oui, donc en fait, je voulais ancrer ce roman qui est vraiment une fiction totale. Je voulais qu'à la fin, on ne soit pas là à se dire c'est une histoire terrible, mais ce n'est qu'une histoire. Non, c'est une réalité. Même si c'est de la fiction, je me suis beaucoup nourrie de ce que j'avais lu. Donc il y a beaucoup de faits qui arrivent à Emma qui sont inspirés de témoignages réels. Et donc, un des chiffres de la fin, c'est qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Voilà, une femme tous les 3 jours décède. Oui, ce qui est quand même... Et ensuite, il y a d'autres chiffres très alarmants, mais déjà celui-là est assez incroyable. Vous avez rencontré beaucoup de femmes qui ont traversé ce genre d'épreuve ? Alors, donc j'ai commencé par faire de la lecture, de témoignages, et ce qui est dingue, c'est que pendant l'écriture, donc moi j'anime des ateliers d'écriture, et je suis amenée à rencontrer pas mal de gens dans d'autres domaines. Et je me suis retrouvée pendant les mois d'écriture à être à la rencontre de femmes qui, en discutant, commençaient à se livrer, à me raconter leur histoire, mais elles ne savaient pas que j'écrivais un livre là-dessus. Et je n'ai jamais autant rencontré de femmes victimes de pervers narcissiques que pendant la période d'écriture, qui ne faisaient que confirmer ce que j'étais en train d'écrire et qui ont nourri un petit peu, je pense qu'elles ont aussi participé à cette envie d'en parler, quoi. Vous parlez de pervers narcissique, donc c'est le caractère ou la pathologie, disons, de Marc dans le roman. Comment vous en êtes venu à ce trait psychologique particulier ?
Donc, en voulant parler de Emma, il fallait que je parle de son bourreau, puisque voilà, c'est une femme qui va être victime d'un homme. Et donc, alors, le mot pervers narcissique n'est pas du tout évoqué dans le livre. Voilà, c'est juste que je décris un homme qui, au début du livre, est un prince, il faut le dire. C'est vraiment, il est assez incroyable. Il a un charisme fou. Il adore Lotte. Il s'occupe d'elle pendant plusieurs années même. Ça dure comme ça. Et ensuite, souvent, dans les témoignages, c'est comme ça. Il y a un moment clé dans une histoire de couple, souvent à la naissance d'un enfant, où l'homme va se transformer. Et c'est ce qui se passe avec Marc. C'est-à-dire qu'il est le prince du début, comme dans beaucoup d'histoires que j'ai entendues de femmes de témoignages. Et à un moment, il vrille. Et donc là, commence Il y a quand même des indices au début qui existent. Enfin, je trouve à la lecture qu'on sent dès le départ que même si c'est un prince charmant, il la maintient quand même dans un monde particulier. En fait, c'est toute la perversité de cet homme, c'est-à-dire qu'en étant un prince, en lui donnant tout ce qu'elle souhaite, en la dorlotant, en s'occupant d'elle, il va vraiment être à ses petits soins, il va l'appeler ma poupée. Donc elle va prendre ça comme un cadeau de la vie. En plus, c'est une jeune femme qui est délaissée par ses parents, qui a pas vraiment elle a un ami proche, mais c'est tout. Au niveau familial, elle n'a pas trop d'ancrage. Et donc cet homme va l'appeler ma poupée. Il va s'occuper d'elle, il va réaliser tous ses rêves. Et effectivement, elle va prendre ça pour quelque chose de merveilleux, quoi. Et donc, elle va pas voir que c'est trop, que ce n'est pas normal, que c'est trop d'amour, que c'est trop. Il l'enferme trop, il lui demande de pas travailler parce qu'il s'occupe d'elle, parce qu'il s'occupe de tout. Oui. Et ça, elle le voit pas. Au contraire. Elle dessine et il l'empêche même de dessiner. Donc voilà, et petit à petit, ça chemine comme ça. Comment vous inventez vos personnages, d'où ils viennent vos personnages? Parce qu'il y a des personnages incroyables dans ce livre et on se demande si vous y réfléchissez ou s'ils s'imposent à vous. Alors en général, au départ j'ai une idée, c'est une tonalité, c'est un sentiment, chacun a une couleur, a un univers. Et en plus là, les 4 personnages avec vraiment des univers différents. Emma, je l'avais vraiment imaginé, je voulais quelque chose d'assez fleur bleue, assez un peu, ça démarre dans une fête foraine, un peu conte de fées. Donc je voyais un personnage, et puis il y avait ce mot poupée qui revenait, donc je l'ai dessiné comme ça. C'est vraiment un dessin au départ. Après, les personnages grandissent avec moi au fur et à mesure de l'écriture. Le personnage de Tess, c'est un autre personnage qui, elle, est dans la nuit. Je la voyais très maquillée, avec le maquillage qui coulait, avec le froid, avec recroquevillée dans les coins des rues. Donc elle, c'était l'image le dessin que j'avais au départ d'elle. David, le 3e personnage, lui, je le voyais assez flou. Un personnage qui était flou, qui errait dans cette montagne. Et ensuite Nathan, le dernier des personnages, je le voyais en tête-à-tête avec quelqu'un. Donc ça, c'est le démarrage. Et c'est après, quand je commence à écrire, où là, ils vont s'étoffer, ils vont prendre de l'ampleur, ils vont s'épaissir et ils vont grandir avec moi, en fait. Je les connais pas vraiment au début du livre. Je sais que je vais faire un bout de chemin avec eux, mais je les ai pas complètement, je les connais pas vraiment. C'est eux qui vous emmènent ? Oui, il y a un moment donné, c'est eux qui m'emmènent. Il y a certains personnages, notamment les personnages secondaires aussi, ils prennent la place qu'ils doivent avoir un peu tout seuls. Un peu malgré vous. Oui. Field, qui est un des personnages secondaires dans l'épisode de Nathan. Oui. Field, il y a des choses que j'avais pas prévues. D'accord. Pour lui. Il y a toujours un petit aspect magique à l'écriture. Voilà. Comment vous vous êtes mis à écrire, Diane Pellin ? J'ai commencé, on peut dire, tard, parce que je connais beaucoup d'auteurs qui ont gratté des cahiers tout petits. Moi, de mon côté, j'ai commencé à la fac vers 18 ans, avec des poèmes, des nouvelles. J'aime beaucoup la nouvelle. Et ensuite, donc pas mal de concours de nouvelles pour m'entraîner, pour me donner envie. Et un premier roman écrit à l'âge de 21 ans, qui n'a jamais été publié. Un second roman à l'âge de 24 ans, peut-être. C'est quand même tôt, 21 ans. Oui, c'est ce qu'on me dit. Mais oui. Et à partir de là, j'ai plus jamais arrêté d'écrire. Donc j'ai toujours écrit. Et puis après, des premières publications, deuxième. Et maintenant, ça fait partie de ma vie. C'est ma respiration. Vous en avez besoin ? Oui. En fait, ça a été très progressif. C'est ça qui est. J'ai jamais eu la vocation d'être écrivain. J'ai toujours aimé les mots, mais c'était pas une
une recherche vraiment, c'était plutôt ludique au départ. Et à force d'écrire, je crois qu'il y a eu un déclic au 3e roman. Quand j'ai écrit mon 3e roman, là, c'était pour moi une évidence. Et je me suis dit, je ne pourrais plus jamais m'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, de roman en roman, c'est de plus en plus fort. Et à cause de quoi, enfin, grâce à quoi particulièrement sur ce 3e roman ? Mais je crois que j'ai découvert que l'écriture n'était pas une affaire de lettres et de littérature, enfin, au sens littéraire. J'ai découvert que l'écriture, elle venait vraiment de quelque chose de profond, de quelque chose d'émotionnel, sensoriel. J'aborde vraiment l'écriture de cette manière-là. Et je crois qu'avant, j'étais plus dans faire des jolies phrases ou dans quelque chose d'esthétique, on va dire. Même si j'accorde toujours autant d'importance à la forme de mes romans, je vais plus me laisser porter par ce qui vient de l'intérieur, par ce qui me touche, par les émotions, les sensations. Alors qu'avant, je pense que je n'avais pas accès encore à ça. Dans les premiers romans que j'écrivais, c'était de l'écriture, quoi. J'ai l'impression que phrases. Vous décrivez une forme de lâcher-prise, non ? Oui. Un lâcher-prise au 3e roman et de l'aborder de manière plutôt artisanale, comme si j'étais... Voilà, j'ai vraiment l'idée de sculpter, de composer, alors qu'avant j'écrivais, je faisais des phrases, c'était quelque chose de plus rationnel. Plus rationnel. Et plus appliqué aussi peut-être avec l'idée de faire bien. Oui, voilà, il y avait quelque chose qui ne me correspondait pas et dans lequel je ne me rencontrais pas dans l'écriture. Et à partir du moment où j'ai lâché prise et que je me suis connectée à ce qu'il y avait vraiment au fond de moi, là maintenant, quand j'écris, c'est de l'harmonie, ça a du sens. Pour moi, c'est évident. Et c'est ce 3e roman ? Oui, 3e roman, donc le premier publié finalement. D'accord, bah oui, donc voilà, à l'endroit Wellness, le premier publié en 2011. Et donc là, ça a été un déclic. Oui. L'écriture a commencé à changer. Et elle n'arrête pas de changer. À chaque roman, là, c'est le 5e et c'est encore une nouvelle expérience. J'écris encore différemment. J'adore ça. J'adore expérimenter. Comment vous écrivez ? Dans quelles circonstances vous écrivez ? Celui-ci, alors peut-être par exemple, parce que c'est peut-être différent pour les autres, mais celui-ci, comment vous l'avez écrit ? Alors oui, c'est très différent des autres parce qu'en général, un roman, je mets longtemps... On va parler je vais utiliser le mot où j'ai une grossesse en fait. C'est-à-dire que pendant 1 an ou 2, je vais porter un roman. Donc il va se nourrir, il va grandir en moi. Je ne vais pas écrire tous les jours. Mais l'idée est là et ça se développe et ça grandit. Et je prends des notes, j'avance jusqu'au moment où j'ai assez de matière en moi pour me lancer dans un plan et ensuite me lancer dans une rédaction qui dure en général 6 mois. À peu près. Ça, normalement, c'est ce qui se passe. D'accord. Donc, c'est des romans que je porte assez longtemps. Voilà, c'est une aventure de 2 ans en général. Celui-ci, c'est vraiment très particulier. J'avais un projet de roman que je n'ai pas poussé pour des raisons... C'était pas le moment que je pousse ce projet de roman que j'avais. Et je me suis retrouvée avec plus rien, avec pas d'idée. Et je me suis préparée, je me suis dit, de toute façon, là, tu repars pour 1 an ou 2 de grossesse, pour un nouveau projet. Et après, tu écriras. Et finalement, j'ai commencé à regarder ces documents sur la perte d'identité. Et très rapidement, ça a commencé à bouillonner. Il y a eu une urgence. Ça ne m'était jamais arrivé, une urgence d'écrire. Et au bout d'1 mois de documentation, j'ai posé un plan sur un papier. Et en 5 mois, j'ai tout fait. Enfin, le livre a été écrit en 5 mois. Je n'avais rien préparé. Pourtant, il y a une structure très complexe. Et tout a jailli comme ça. Chaque journée m'apportait des éléments nouveaux pour le livre que je n'avais pas eu le temps de préparer en amont, comme je fais d'habitude, mais ça se faisait tout seul, tout le temps. Il y a énormément d'éléments du livre, de références. Par exemple, La Grande Roue, c'est une nouvelle de Bradbury que j'ai découvert au moment où j'ai écrit le livre, en pleine écriture. Et le titre s'est imposé ? Alors le titre, en fait, ce titre, c'était mon titre de travail. Donc j'avais mis La Grande Roue sur mon ordinateur. Et quand j'ai mis La Grande Roue, j'ai dit je vais quand même regarder s'il n'y a pas d'autres livres qui s'appellent La Grande Roue pour pas qu'il y ait de soucis au niveau du titre. Et c'est quand j'ai regardé sur Internet, j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle inédite de Bradbury qui existait. Donc je l'ai commandée, je l'ai lue. Et rencontre avec cette nouvelle. Je l'ai intégrée dans le roman parce qu'il y a quelque chose qui fonctionnait bien avec le roman. Et voilà. Et ça a été tout le temps comme ça. Pendant 4 mois, il y avait toujours des éléments extérieurs qui venaient nourrir le livre. Des coïncidences, des hasards. Des rencontres, des discussions. La chanson des Cures aussi, que je mets le lullaby de Cure dedans. C'est pareil, je l'écoute et je dis
mais celle-ci, et je la traduis pour voir les paroles, et donc ça va parfaitement avec. Avec et pourquoi juste ce sujet de la perte d'identité à la base? Pourquoi? Parce que j'aime, oui, c'était pour une romancière, c'était un sujet qui me paraissait très très intéressant. Voilà, j'avais envie de travailler Puis j'ai toujours aimé cette frontière entre la réalité et le monde fantastique un peu. Et je trouve que le fantastique permet souvent de mieux expliquer la réalité. J'adore les films de Tim Burton, de Lynch, où on est tout le temps dans des mondes un peu parallèles. On ne sait jamais trop, est-ce que c'est du rêve, est-ce que c'est du réel, est-ce que c'est du fantasme, Et à chaque fois, ça permet vraiment de nourrir un propos, un sujet. Donc c'est pour ça que je me suis dit, si je vais chercher de ce côté-là au niveau d'un personnage, je pensais que ça pourrait m'apporter pas mal de possibilités. Vous parlez de cinéma, ça vous plairait de voir ce livre adapté au cinéma? Parce que c'est très cinématographique finalement. On passe d'un univers à un autre, d'une temporalité à une autre très vite. Ça vous plairait? Ouais, bien sûr, en fait, c'est vrai que je me nourris énormément du cinéma, moi, en tant qu'auteur, plus que de la littérature, finalement. Et j'écris de manière... Enfin, c'est très visuel quand j'écris. Oui, ça se sent. Je suis vraiment... C'est des chapitres très courts, des phrases courtes. Je suis vraiment dans un film moi-même, donc... Effectivement, oui, ce serait assez magique. Après, c'est toujours complexe, l'adaptation de l'écrit à l'écran, et c'est toujours compliqué d'imaginer. Et ce qui est difficile, c'est que moi, j'ai mes propres images de chacun des personnages et de chaque décor. Vous avez encore eu d'autres images. Oui, ça, c'est la magie des livres. Et donc, c'est le risque du cinéma. C'est qu'après... Voilà, quelle image... Mais oui, ce serait merveilleux. Mais en tout cas, scénaristiquement parlant, je trouve que ça s'y prête. Oui, il y a quelque chose de il y a de quoi faire quelque chose d'efficace. Qui pourrait bien se prêter au cinéma. Et alors, donc, ce livre qui vient de sortir, est-ce que vous avez déjà d'autres projets en vue, d'autres idées de romans? Est-ce que vous avez commencé une autre gestation? Alors, pour l'instant, là, je suis sur des corrections de nouvelles parce que je suis partie en Alaska et j'ai un recueil de nouvelles sur l'Alaska qui sort en mars. D'accord. Donc là, je termine ça. Donc, c'est 5 nouvelles inspirées de mon voyage en Alaska. D'accord, donc tout se passe en Alaska? Tout se passe en Alaska. Voilà, on a 5 histoires complètement différentes. Je travaille, donc c'est un livre que j'ai coécrit avec 2 autres auteurs, Pierre Crevoisier et Mathieu Bernot, qui sont tous les 2 suisses. Et donc, c'est un auteur qui fera des nouvelles aussi et un illustrateur. D'accord. Voilà, donc on est 3 sur le projet. Et en écriture, je vais reprendre le projet que j'avais avant celui-ci. Et je vais essayer de le pousser cette fois-ci parce qu'il est toujours là. Donc c'est qu'il a besoin que j'aille au bout avec lui. Et alors, vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est très compliqué. C'est encore une forme particulière. Ça parlera également d'amour, mais sous un angle différent. Et on va dire que ce sera un huis clos où on va suivre 2 personnes pendant une 30aine d'années. Mais c'est encore très conceptuel dans ma tête, très flou, mais et c'est assez compliqué d'en parler puisque je pense que ça va être une structure un peu complexe encore. En tout cas, ça donne envie parce que de la même façon que celui-ci, ça a l'air d'avoir une forme particulière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Diane Pellin. Je suis ravie de vous avoir reçue. Je vous invite tous à vous précipiter sur cette grande roue, un très très joli roman donc publié chez Les Escales. Voilà, de Diane Pellin. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et à bientôt alors pour un prochain roman, sans doute. Avec plaisir. Merci beaucoup.